Le plus gros échange d'espions entre l'Est et l'Ouest depuis la guerre ce matin sur un pont de Berlin. La sonde soviétique Vega a atteint Vénus, elle va maintenant l'explorer. 40e congrès de la CFDT, Edmond Maire critique le gouvernement et défend sa stratégie de recentrage. Reprise des discussions agricoles sur le prix du blé, toujours la même impasse avec l'Allemagne fédérale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plus gros échange d'espions entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la dernière guerre. D'un côté, 4 espions de l'Est, de l'autre, 25 agents de l'Ouest. L'échange a eu lieu ce matin à Berlin, dans la plus pure tradition de ce monde mystérieux. Jean-Marie Belle. Comme dans tout bon film d'espionnage, il faut un décor de circonstances. Et le pont de Glennake, cadre historique pour de nombreux échanges antérieurs, était la vedette tout désignée. Ensuite, un scénario solide, comme celui de ce matin, qui a nécessité 3 longues années de discussion entre l'Est et l'Ouest. Enfin, l'action. Les 4 espions libérés par les États-Unis sont conduits en minibus jusqu'au milieu du pont. Là, les responsables américains se rendent du côté oriental de la frontière pour s'entretenir avec les 23 espions travaillant pour l'Occident. 2 autres sont restés en RDA pour régler des affaires personnelles. Entretien rapide avant leur montée dans l'autocar, puis échange simultané. Le plus important dans l'histoire de l'après-guerre, en tout cas par le nombre, car d'après des sources autorisées, les 4 ressortissants des pays d'Europe de l'Est ne seraient pas de super agents. Il n'empêche que cet échange, s'il ne constitue pas en lui-même une preuve de l'amélioration des relations États-Unis avec l'Europe de l'Est, il traduit au moins une certaine détente dans leur rapport. Combien de temps faut-il pour parcourir 500 millions de kilomètres? La réponse nous a été fournie ce matin par la sonde soviétique Vega. Il faut 6 mois. Partie le 15 décembre 1984, elle a atteint Vénus ce matin en attendant de continuer sa route. Mission à laquelle la France est associée. Daniel Durandet. Après une course folle à travers le système solaire, Vega est donc parvenu ce matin dans la banlieue de Vénus. Alors qu'une partie de la sonde de 4 tonnes assurait en orbite les transmissions, le module de descente, freiné par un parachute, se posait lentement sur le sol de l'étoile du Berger. Grâce à une vingtaine de missions précédentes, russes comme américaines, on connaît déjà un peu mieux le sol de la planète. Une atmosphère écrasante, reconstituée par les cinéastes soviétiques avec une pression 100 fois plus forte que sur la Terre, une véritable fournaise surchauffée à plus de 500 degrés, un sol basaltique d'origine volcanique. Première partie de mission donc accomplie pour Vega, qui a eu le temps, avant de se désagréger comme prévu au bout de 21 minutes, de transmettre une foule de données aux stations de réception terrestres. Il y a d'abord le moment un peu spectaculaire, l'arrivée donc près de la planète Vénus, c'est aujourd'hui que cela s'est passé, et puis ensuite il y a des milliers, des millions, je dirais même des milliards de données qui sont recueillies, que patiemment, calmement, tranquillement, les scientifiques dépouillent dans les différents laboratoires. Il faudra maintenant des mois, sinon des années, pour tout dépouiller et comparer ces données à ce qui avait été fait précédemment et préparer les prochaines expériences. Donc je dirais que toutes ces données, c'est un peu, on augmente le trésor de nos connaissances scientifiques, c'est un trésor dans lequel puisent les scientifiques pour mieux comprendre eh bien, ce que c'est que cette planète un peu jumelle, un peu sœur de nous qu'est Vénus, à la fois sœur et à la fois si différente. Le survol d'un ballon à 50 km du sol de Vénus, c'est l'autre partie de cette mission franco-soviétique à laquelle participent une douzaine de labos français coordonnés par le CNES. Ce ballon dérivant sur 10 000 km dans les nuages d'acide sulfurique et de gaz carbonique devrait permettre à son tour de percer un des grands mystères de l'univers. Alors ce qu'on en attend, c'est de comprendre pourquoi une planète qui a priori était assez semblable à la Terre, même masse, même dimension, un peu plus près du Soleil, mais pas tellement plus après tout, eh bien pourquoi une telle planète a évolué si différemment à sa surface, pourquoi son atmosphère est si différente, pourquoi elle est tellement hostile à la vie. Eh bien comprendre cela, c'est aussi comprendre un peu mieux comment ça fonctionne sur notre Terre, comment mieux connaître la Terre, disons. Dans 48 heures, Vega sera réorienté vers la comète de Halley, suivie dans 4 jours par sa sœur jumelle Vega 2. En mars prochain, pour la première fois, des engins lancés par l'homme atteindront la gerbe étoilée et tenteront alors de faire parler cette sorte de boule de neige sale. Un élément qui, il y a 5 milliards d'années, a servi à former l'ensemble du système solaire, y compris notre Terre. Nous venons de l'apprendre, le Boeing jordanien détourné ce matin à Beyrouth est de retour ce soir
à Beyrouth. Après une journée d'errance autour de la Méditerranée, le pirate de l'air aurait demandé le départ de tous les Palestiniens des camps de Sabra et Shatila. Il se réclamerait d'un mouvement chiite Amal inconnu jusque-là. Après 2 escales à Larnaca, puis à Palerme, le pirate a renoncé à son objectif premier, Tunis. Il faut dire que la Tunisie lui a refusé l'atterrissage et dès que l'avion s'est présenté au-dessus de l'aéroport de Tunis ce matin, l'aéroport a été fermé. L'avion donc est de retour à Beyrouth, mais nous ignorons à l'heure qu'il est si les passagers ont été libérés et si le pirate de l'air maintient ses revendications et espère faire repartir l'avion demain matin. Peut-on se faire justice soi-même ? C'est la question que pose l'étonnante affaire de la maison découpée à la tronçonneuse parce qu'elle dépassait sur le terrain du voisin. Une affaire où tout le monde apparaît de bonne foi et où il ne semble y avoir que des victimes. Gérard Pinson a essayé de débrouiller cet imbroglio juridique à la conclusion plutôt brutale. À Bouliac, ce soir, on se demande si les Brémond, finalement, oseront construire leur maison à côté du chalet de Madame Vinet qu'ils ont tronçonné dimanche matin. La pleine jouissance de leur terrain, les Brémond l'avaient acquise devant la cour d'appel de Bordeaux en mars 84. Mais aujourd'hui, lenteur de l'exécution du jugement ou pas, il ne se trouve personne à Bouliac pour donner raison aux démolisseurs. Madame Vinet, constituée partie civile, exige que sa bonne foi soit reconnue et que soit condamné l'acte barbare commis avant-hier. Ces voisins qui sont titulaires d'un droit et qui doit être juridiquement protégé et qui est légitime, doivent obtenir l'exécution de leur décision, c'est normal. Mais on ne peut pas, en France, dans un pays démocratique comme la France, exécuter de cette manière une décision de justice au préjudice de droits qui sont des droits aussi respectables que le droit de propriété de ses voisins, qui est le droit au logement, le droit à son domicile de Madame Vinet. Cette opération de commando a duré plusieurs heures. Et pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre averties, les gendarmes prévenus, personne n'a bougé, personne n'a essayé de faire cesser ce trouble à l'ordre public qui me semblait pourtant manifeste. Dès qu'elle eut constaté l'erreur du bâtisseur de son chalet, aujourd'hui en faillite, Eliane Vinet avait réclamé l'intercession d'élus girondins et de l'administration. En désespoir de cause, au mois de mars dernier, elle avait saisi le médiateur, Robert Fabre. Après étude de ce dossier, nous avons constaté que le médiateur ne pouvait pas intervenir, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, et 2, parce qu'il n'y avait pas de litige venant de l'administration. Il n'y avait pas une faute administrative. Il s'agissait d'un litige privé. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu une solution de conciliation qui ait pu être trouvée sur place. Pendant 1 an, il semble qu'on a tourné en rond sans trouver une solution. Monsieur Fabre, si Monsieur Brémond et non pas Madame Vinet vous avez saisi, là, vous auriez peut-être pu intervenir. Ben, Monsieur Brémond aurait pu me saisir pour non-exécution d'un jugement. Je peux là aussi intervenir. Et là, effectivement, il aurait pu y avoir constat d'une carence administrative et j'aurais pu être amené à intervenir. À ce moment-là, j'aurais prôné aussi la recherche d'une solution de conciliation. Voyez-vous, ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est que tout se résolve par la violence. On comprend l'impatience de l'un, on comprend le désespoir de l'autre. Mais il est assez inadmissible qu'il n'ait pas pu être trouvé, d'être dégagé une solution de relogement ou de modification de cette maison pour arriver à une solution humaine. Après une vive critique du gouvernement pour son échec grave retentissant sur l'emploi, Edmond Maire a navigué aujourd'hui au milieu des courants de son syndicat. Le débat s'annonce vif au 40e congrès de la CFDT qui s'est ouvert ce matin à Bordeaux. Sur place, Claude Guénaud. Remobiliser, reprendre espoir, besoin d'une plus grande cohérence ou bien encore clarifier la stratégie. À n'en pas douter, ce congrès de Bordeaux est celui de la remise en question. Les militants sont amers et très préoccupés par la désyndicalisation. Il est loin le congrès de Metz où, il y a 3 ans, Edmond Maire promettait de faire de la CFDT le premier syndicat de France. Aujourd'hui, la centrale est repassée bien en dessous de la barre du million d'adhérents. Pire, les élections à la sécurité sociale l'ont relégué au 3e rang. Cette hémorragie, ainsi que l'absence de la CFDT sur le terrain des luttes, bon nombre de délégués à la tribune l'ont imputé à Edmond Maire. La CFDT, on ne sait plus où elle va, a-t-on souvent entendu à ce congrès. Certains ont aussi reproché à Edmond Maire de s'être montré trop lié au gouvernement et parfois même d'avoir renchéri. Mais c'est du passé, a répondu le secrétaire général. Aujourd'hui, la politique gouvernementale n'est pas porteuse d'espoir pour l'emploi. Et les efforts consentis par la population sont très injustement répartis.
Chacun voit bien monter le flot des chômeurs, et chacun voit bien aussi les hauts revenus et les fortunes se porter aussi allègrement que les cours de la bourse. Et ces efforts faits n'apparaissent pas conduire à un redressement. Notre économie vivote. Sa place décline lentement dans le monde développé. Et du même coup, un climat lourd d'inquiétude, de mécontentement règne parmi les travailleurs. Bien qu'enterrée de justesse il y a 6 mois, la flexibilité a aussi ressurgi au Congrès pour cristalliser les oppositions. La direction de la CFDT, qui était favorable à la signature de l'accord avec le patronat, s'est vue reprocher trop d'empressement à vouloir gérer la crise. Là encore, Edmond Maire s'est employé à rassembler les morceaux en critiquant l'archaïsme du patronat pour faire plaisir à sa gauche, tout en défendant la nécessité d'une certaine flexibilité pour ne pas se brouiller avec son aile moderniste. Par son intervention, qui fait suite à son rapport d'avril, Edmond Maire a voulu ainsi recentrer la CFDT à gauche. Même s'il ne fait aucun doute que le secrétaire général de la CFDT arrivera à surmonter les clivages, il ne pourra pas éviter qu'une partie importante du Congrès fasse le procès d'une direction qui a conduit la centrale à douter trop profondément d'elle-même. Les 10 ministres de l'Agriculture européens ont repris le débat ce matin là où ils l'avaient laissé, dans l'impasse du prix du blé. Ils n'ont pas l'air de pouvoir en sortir facilement. L'Allemagne fédérale campe toujours sur les mêmes positions, non à la baisse, malgré l'offensive américaine qui vient, on le sait, de vendre du blé à l'Algérie, marché traditionnel de l'Europe. À Luxembourg, Jean-Marie Belin. Si les 10 n'arrivent pas à faire le ménage chez eux, à fixer enfin les prix des céréales, l'offensive américaine va peut-être paradoxalement les aider. La position de la France en est en tout cas renforcée. Je crois que les déclarations américaines, parce que pour l'instant il ne s'agit que de déclarations, renforcent en tout cas la position de la communauté qui souhaite pouvoir continuer à exporter des céréales. Et pour pouvoir exporter des céréales, il faut que nous restions compétitifs. Je crois que la position américaine ne peut que renforcer le raisonnement et l'analyse que la France a présenté depuis le début de cette négociation prix. Et moi, répond Ignace Kichlet, le ministre allemand de l'Agriculture, je ne suis pas venu ici pour céder. Le dialogue de sourds a donc repris, simple changement de décor, le Kirchberg à Luxembourg au lieu de Bruxelles, mais les acteurs, comme hélas les répliques, sont les mêmes. Il faut que les prix des céréales baissent pour écouler les excédents et mieux exporter, rapprocher les prix européens des prix du marché mondial. Tout le monde est d'accord sur une baisse en écus de moins 1,8%, sauf l'Allemagne, qui ne veut pas aller au-delà de moins 0,9%. Un mois de réflexion n'a donc rien changé. Le délai est terminé, a dit le président italien Pandolfi. La Commission refuse maintenant de faire de nouvelles propositions et il est fortement question de passer au vote avec un risque, celui de mettre l'Allemagne en minorité. Alors attention, a déjà prévenu Ignace Kichlet, attention aux douleurs post-opératoires. Il reste 24 heures pour trouver une issue, sinon le problème atterrira sur la table au sommet de Milan. Comment, dans ces conditions, faire un pas de plus dans l'intégration européenne ? Ces difficultés de l'Europe viennent de sa surproduction de céréales, laquelle surproduction est le fruit des progrès, entre autres, des progrès considérables de la génétique agricole. Et cela, ce n'est pas l'œuvre des agriculteurs, mais des chimistes, de biologistes et autres chercheurs de laboratoire. Progrès, on l'a dit encore aujourd'hui au Conseil mondial de l'alimentation, dont le tiers-monde ne bénéficie guère, Pierre Babet. C'est désormais ici, dans le silence et le secret des laboratoires, des centres de recherche, que se préparent autant que dans les champs les moissons de demain. Avec la révolution génétique, une grande nation agricole se construit plus sur le nombre de ses scientifiques que sur l'étendue de ses hectares. Le pouvoir vert, c'est maintenant la semence, et c'est pourquoi tous les grands de la chimie, les multinationales des engrais, des pesticides et des herbicides, à commencer bien sûr par les pétroliers et les cimentiers, tous se sont lancés tête baissée dans la guerre des semences. L'enjeu est considérable, il se compte en milliards de dollars et en pouvoir de domination qui, lui, est inestimable. Les pétroliers, ou plus récemment les cimentiers ou les gens qui s'occupent de chimie, savent très bien que leurs molécules, qui sont des produits et non pas simplement des sous-produits de leurs travaux, sont capables de donner des produits phytosanitaires. Et si un jour, on peut, par les nouvelles voies du génie génétique dont tout le monde parle, les boutiques de génie génétique de la Silicon Valley aux États-Unis, si on peut, par cette voie, donner à une plante une résistance
à une maladie, le marché des molécules qui servaient à protéger ces plantes s'effondrera. Mais parallèlement, si la même plante devient tolérante à un herbicide, la mauvaise herbe concurrente de la plante qu'on veut cultiver, le marché double. Par conséquent, les enjeux sont considérables et ceci pose les problèmes d'association de la recherche publique et des secteurs privés. Ici, dans le Sichuan, en Chine populaire, l'accroissement de la récolte de riz est tel que l'autosuffisance est dépassée. On compte exporter vers Hong Kong et Macao. À l'origine de ce miracle, la libéralisation économique de Zhaoxiang, certainement, mais plus sûrement l'hybridation du riz. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ailleurs, dans le tiers-monde, la révolution verte s'est arrêtée aux portes des plus pauvres et des plus affamés, mais la guerre des semences, elle, ne les épargnera certainement pas. Pour être une première, la visite du Premier ministre Laurent Fabius à Berlin-Est n'en a pas moins été délicate. Témoin des conversations politiques d'où les divergences n'ont pas été exclues et un incident protocolaire qui a permis au Premier ministre de rappeler la position de la France sur Berlin-Est. Richard Tripot. Voici l'homme par qui l'incident est arrivé. Le général Heinz Hoffmann, ministre de la Défense, assis à côté d'Édith Cresson à la table d'honneur. Sa présence est en effet une violation du statut de Berlin qui interdit la présence des militaires allemands. Flegme de la délégation française, ce soir Laurent Fabius a simplement rappelé l'attachement de la France à ce statut. Mais hier, il avait parlé de son attachement à la liberté. Je souhaite à cet égard rappeler combien nous sommes attachés au respect des conclusions d'Helsinki, dont nous célébrerons prochainement le 10e anniversaire, et notamment au droit de tout individu à circuler et à s'établir librement. Une phrase restée sans écho dans la presse allemande. En revanche, la partie économique du voyage s'est soldée par des engagements très concrets. Les échanges vont passer de 4 milliards de francs cette année à 20 milliards en 1990. Un dîner chargé de symboles politiques, des contrats en perspective, bref, le président allemand Honecker et le Premier ministre français n'auront pas raté leur rencontre. Hommage à un des doyens de l'Afrique et du monde arabe, le président Mitterrand s'est déplacé à l'ambassade de Tunisie ce matin pour rencontrer le président Bourguiba, en visite de travail pour 3 jours en France. Entretien chaleureux où l'on s'est plu à constater les nombreuses convergences de vues entre la France et la Tunisie en insistant sur l'absence de contentieux, a précisé le ministre tunisien des Affaires étrangères. Il parle du nouvel ambassadeur de France en Tunisie, notre confrère Éric Rouleau. Nouveau coup de théâtre dans le procès de l'attentat contre le pape. L'auteur de l'attentat, le Turc Ali Aksa, a affirmé aujourd'hui que l'ambassade soviétique de Sofia en Bulgarie avait donné l'ordre de tuer le pape. Pour faire cette déclaration, Ali Aksa, qui affirmait être Jésus au début du procès, avait pris un ton très sérieux. On voit qu'il a repris les déclarations qu'il avait faites au juge d'instruction. Aux États-Unis, en Californie, depuis 2 ans, 25 personnes avaient disparu dans des conditions tout à fait mystérieuses. Aujourd'hui, c'est l'horreur dans la région. La police vient de découvrir un charnier et il y a là les restes de certains de ces disparus. Émilie Rafoul. Charles Engue est un fanatique d'armes, ancien marine, mais il n'a jamais connu la guerre. Il a un maître à penser, c'est Leonard Lake. Leonard Lake était, avant son suicide en prison, un philosophe. Il dissertait volontiers sur ses passions, les armes à feu et les procédés de domination sexuelle. Dans ce chalet transformé en bunker, ils sont soupçonnés d'avoir torturé, violé et supprimé plusieurs jeunes femmes, parfois avec leurs enfants. Organisation parfaite où les chambres de torture étaient équipées de vidéos qui permettaient aux 2 hommes de filmer leurs sadiques exploits. En plus des cassettes, les policiers ont découvert un véritable charnier à proximité du chalet. Dans des sacs en plastique soigneusement empaquetés, des ossements humains. Depuis 2 ans, 25 personnes ont disparu dans la région. 25 victimes, pour le savoir, il faudra identifier les ossements et essayer de comprendre comment tous ces gens se sont laissés entraîner chez les 2 hommes. Aujourd'hui, l'un d'eux est mort et l'autre est en fuite. Point final, semble-t-il, à la polémique sur le film des terroristes à la retraite relatant l'affaire Manouchian. Antenne 2 a décidé finalement de le diffuser, ce film, dans 3 semaines, en le faisant suivre d'un débat. Réaction immédiate du Parti communiste ce soir, qui avait demandé à ce que le film ne soit pas diffusé. C'est une décision déshonorante qui relève de l'acharnement anticommuniste.
Au Brésil, les indices s'accumulent, tendant à confirmer que c'est bien le corps de Joseph Mengele, le médecin fou d'Auschwitz, qu'on a retrouvé. Son fils a révélé aujourd'hui à Munich qu'il savait que c'était son père et qu'il était bien mort, noyé en 1979. Reste cependant à en apporter la preuve définitive. Nous avons appris tout à l'heure qu'un magistrat de Francfort ferait une déclaration demain. La bourse de Paris, toujours un peu flageolante aujourd'hui, et le dollar aussi, Henri Loret. Par exemple, et un mouvement qui se prolonge d'ailleurs ce soir à New York. Les cambistes semblent attendre les indicateurs économiques de fin de semaine. À Paris, marché irrégulier qui fait suite au léger repli observé précédemment. Les valeurs pétrolières, une fois n'est pas coutume, se sont redressées, ce qui a tout de même donné un peu de relief à une séance qui ne fera pas date. À Wall Street, peu de transactions ce soir et peu de prise de bénéfices non plus. Le marché semble momentanément soumis à la politique du crédit. On attend la moindre bonne nouvelle pour repartir d'un pied alerte. Alors à propos de bonnes nouvelles, Henri, vous en avez une. Vous prévoyez une baisse des taux d'intérêt et du dollar dans les mois qui viennent? Non, ce n'est pas ma prévision, mais celle de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Voilà. En fait, l'Observatoire pronostique pour 85 et 86 un ralentissement progressif de la croissance américaine. Ce ralentissement s'accompagnerait d'une baisse lente des taux d'intérêt et donc sans doute du dollar. Ce scénario aurait donc l'avantage de desserrer les contraintes des pays en voie de développement et de certains pays européens, dont la France. Alors, pour la France, toujours selon l'Observatoire, l'environnement international serait favorable à la poursuite de la désinflation d'une part et du redressement des marges des entreprises. La faiblesse de la croissance du salaire réel serait compensée par une redistribution fiscale en faveur des ménages, autrement dit, par un allègement d'impôts sans doute. Et l'Observatoire estime qu'il n'y aura pas de réajustement monétaire avant les prochaines élections législatives. C'est un dernier pronostic qui, bien sûr, n'engage que lui. Le temps demain à propos de pronostics, une variante médiocre de ce qu'on a connu aujourd'hui. Sur la moitié nord, beaucoup de nuages pour commencer, puis de la pluie, et ensuite de très brèves éclaircies entre les averses. Sur la moitié sud, beau temps le matin, mais peu à peu le ciel se couvrira aussi. Côté température, c'est toujours aussi réfrigérant, comme vous pouvez le constater. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h05. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. À demain. Bonsoir. Le plus gros échange d'espions entre l'Est et l'Ouest depuis la guerre ce matin sur un pont de Berlin. La sonde soviétique Vega a atteint Vénus. Elle va maintenant l'explorer et continuer sa route vers la comète Halley. 40e congrès de la CFDT, Edmond Maire critique le gouvernement et défend sa stratégie de recentrage à gauche. Reprise des discussions agricoles sur le prix du blé, toujours la même impasse avec l'Allemagne fédérale.